Bonjour les amis, je crois qu'il faut que je parle très près du micro cette fois. Je suis toujours bloqué au Maroc, figurez-vous, je suis à Debralef, c'est une sorte de Akihabara marocain. On est dans une boutique de jeux vidéo, je crois que ça va devenir mon nouveau métier. J'ai pas le sommaire, Alex me les a pas envoyés, donc on va faire cette émission sans sommaire. La seule chose que je sais, c'est que tout de suite les news. Imparfait malgré ses ambitions, l'adaptation du film de James Cameron, Avatar, par Ubisoft, se voit offrir une seconde chance auprès des fans en étant accessible à petit prix depuis le 21 avril dernier. Les versions Xbox 360 et PlayStation 3 viennent en effet de passer de 70 à 40 € environ. La critique complète du jeu est bien sûr visible sur No Life Online. Téléchargeable depuis le 8 avril dernier sur le PlayStation Network, Aquapanic est un puzzle game mignon tout plein développé par Echo Software. Sorti en boîte sur Wii et DS l'année dernière et même sur PSP en 2008, ce jeu met une nouvelle fois en scène des poissons lemmings qu'il faudra parvenir à sauver d'une mort certaine en influant sur la physionomie des niveaux. Une dizaine d'outils seront mis à la disposition du joueur pour lui permettre de modifier le terrain de jeu et ainsi favoriser l'écoulement des poissons dans un coin de mer, situé en bas de l'écran, non infesté par une tonne de prédateurs. Missiles pour creuser des trous façon Worms, légumes pour endiguer l'eau, vous seront utiles pour sauver un maximum de poissons tout en récoltant les médailles dispersées dans les niveaux. Aquapanic comprend 80 niveaux, 5 environnements distincts, 3 modes de jeu, aventure, libre et survie, des bruitages à la Pikmin, des graphismes 1080p et il est téléchargeable pour environ 10 €. Une news express pour vous présenter la cinématique d'intro du prochain Galactic Tazball. Prévu sur DS pour le 10 juin prochain, ce jeu d'action-réflexion édité par Warner Bros Interactive mettra en scène le fameux diable de Tasmanie, Taz des Looney Tunes. Avant d'en faire une petite critique dans 101%, sachez qu'Afterburner Climax est disponible depuis quelques jours sur PlayStation Network et Xbox Live Arcade. Basé sur le titre sorti en arcade en 2006, cette dernière version du mythique rail shooter Sega a été développée par la division AM2. 20 niveaux seront proposés ainsi que la possibilité de déclencher le fameux mode Climax qui permet de passer en slow motion pour loquer une tonne d'ennemis. Nous avons eu l'occasion de jouer plus longuement à 3D Dot Games Heroes, le prochain jeu édité par From Software, le studio à l'origine du RPG hardcore Demon's Soul. Créé par le développeur japonais Silicon Studio, 3D Dot Games Heroes se présente comme un action RPG old school, jouant à fond la carte de la mise en abîme rétro gaming. Son scénario assume d'ailleurs totalement ce concept, jugé plus tôt. L'aventure se déroule dans le royaume 2D de Dotnia, protégé par 6 orbes et 6 sages chargés de la protection des orbes. Jusqu'au jour où le roi Onyx capture les sages et s'empare dans la foulée des orbes. Des monstres commencent alors à apparaître un peu partout et menacent d'envahir les villes. Mais ces derniers seront domptés par un héros armé d'une épée légendaire qui lui permettra de retrouver sages et orbes pour finalement botter les fesses d'Onyx. La légende attira de nombreux voyageurs et le royaume de Dotnia prospéra. Malheureusement, même les légendes peuvent être oubliées. Au fil des années, Dotnia dépérit et se vide petit à petit de ses habitants. Le roi décide alors d'enquêter sur le phénomène et la réponse à ses questions ne tarde pas à arriver. Le charme 2D du royaume de Dotnia ne fait plus recette. Il décide alors d'entreprendre un chantier sans équivalent pour faire passer son royaume dans l'ère de la 3D. Ce dernier se repeuple alors jusqu'au jour où l'orbe qui emprisonnait le roi Onyx disparaît. Les monstres recommencent alors à envahir les terres de Dotnia et un nouvel héros est appelé à la rescousse, vous. Voilà pour le scénario. On abordera demain la réalisation et le gameplay de ce titre surprenant et prometteur. Eh bien,
on a quitté Debralef, maintenant on est au marché aux fringues. Je cherche un caleçon parce que j'en ai plus du tout. Je vous présente la critique de jeu, j'ai récupéré le sonnaire entre temps, ce sera Zombie, je sais pas quoi, in Panic Wonderland. Zombie Panic in Wonderland, c'est un jeu WiiWare. Je cherche mon caleçon et je me retrouve juste après parce qu'il faut bien changer après une semaine et demie de déboire. À plus. Akaoni est un studio de développement espagnol fondé fin 2008 début 2009 par José Manuel Iniguez. Diplômé au Japon, où il a vécu une dizaine d'années, José Manuel a travaillé en 2007-2008 pour les studios barcelonais Gamic. Il s'est ainsi occupé du shoot DS Little Red Riding Hood Zombie BBQ, sorti aux US fin 2008 et réalisé en collaboration avec le développeur Enjoy Up. Un titre désormais disponible en Europe via le DSiWare. Tout comme Zombie BBQ, Zombie Panic in Wonderland se présente sous la forme d'un shooter, mêlant joyeusement zombies, graphisme typé manga et contes occidentaux. Les références au Petit Chaperon Rouge, à Alice au Pays des Merveilles ou encore au Magicien d'Oz sont ainsi explicites. Mais les points communs entre les deux jeux ne s'arrêtent pas là. En quittant Gamic Studio, José Manuel est parti avec un certain nombre de ses anciens collègues pour s'atteler au développement de Zombie Panic sur WiiWare. Son objectif, créer en Espagne des jeux typés japonais. Le nom du studio, Akaoni, signifie d'ailleurs démon rouge en japonais. Avec Zombie Panic in Wonderland, José Manuel et sa team réalisent un jeu de tir old school, peut-être un peu trop d'ailleurs, se rapprochant davantage du cabal de Tad Corporation sorti en 88 en arcade que de Time Crisis. Si le jeu parvient à accrocher au début, c'est clairement grâce à sa réalisation soignée. Mais son contexte un peu fou, brassant personnages manga, nains odorants, zombies de tout poil, yokai, boss inspiré du Magicien d'Oz et armes modernes n'est pas à négliger dans le game appeal de ce jeu de tir. Bref, on s'amuse. Momotaro, Blanche-Neige et Dorothy sont quelques-uns des 7 personnages jouables et débloquables. Leur but consistera à comprendre pourquoi tous les habitants de Wonderland ont disparu et que leur petit monde fantastique est désormais infesté de zombies amoureux et de nains odorants. Chaque niveau se présente comme un stage à l'ancienne qu'il faudra terminer avant de passer au suivant. Entre chaque niveau, une petite scène cinématique pleine d'humour développe le scénario, un scénario rempli de nains à humer. Si le contexte est foisonnant, tout autant en termes de références, de rebondissements que de personnages, le gameplay est quant à lui plutôt squelettique. Il reprend en fait celui de Cabal, cité en intro. Comme dans le jeu sorti à la fin des années 80, on bouge son personnage de gauche à droite tout en déplaçant un viseur à l'écran afin de shooter tout ce qui bouge. Et même tout ce qui ne bouge pas. Les décors sont en effet destructibles, ce qui rapporte aux joueurs des points mais également des bonus cachés. Bref, on multiplie les petits pas chassés sur le côté gauche au nunchuk, histoire d'éviter les nombreux projectiles envoyés par les zombies, et on vise à l'aide de la Wiimote. Et voilà! Il sera bien possible de réaliser une roue afin d'esquiver les grosses attaques des boss, de balancer une poignée de missiles et de switcher d'armes en cours de partie pour choisir une mitrailleuse ou un lance-flamme aux munitions limitées. Mais malgré tout, une fois la surprise de la découverte consommée, l'ennui s'installe. Les zombies sont nombreux, variés, rigolos, possèdent chacun leurs points faibles. Les décors 3D sont magnifiques, interactifs et destructibles. On peut jouer à 2 en coop et pourtant, on s'ennuie. Et ce n'est pas la possibilité en finissant le mode story de débloquer un stage survival ou une poignée de personnages dont Blanche-Neige en version bunny qui changera quoi que ce soit à ce constat. Zombie Panic in Wonderland est une production WiiWare très soignée. Son gameplay est accessible, sa réalisation surprenante et il est difficile de résister à sa direction artistique et son scénario. Pourtant, se contenter de shooter tout ce qui bouge en exécutant des pas chassés est incontestablement lassant. Insuffisant en tout cas pour tenir éveillé longtemps de joueurs motivés, fous de Japon et amateurs de rail shooter. Mais voilà, il ne s'agit pas d'un rail shooter. Le décor est fixe et le dynamisme de la mise en scène d'un Time Crisis ou même d'un Rez fait ici cruellement défaut. Si seulement le changement de décor apportait un peu de nouveauté, mais non. Rien ne change réellement sinon le physique des zombies et la fréquence de leurs attaques. Résultat, au bout de 20 minutes de jeu, on a envie de ressortir Muramasa, The Demon Blade. La mission caleçon est accomplie, nous sommes heureux, nous serons propres pour ce soir.
Normalement on part demain, on retrouve tout de suite Oscillation avec Professeur Layton, la boîte de Pandore. Je sais pas où sont les prochains plateaux, on va aviser parce que maintenant c'est l'heure de l'apéro, pardon, j'ai déjà commencé sans doute. A plus tard. Professeur Layton et la boîte de Pandore, sorti chez nous en septembre 2009, a encore une fois su envoûter les joueurs avec ses belles énigmes et son histoire touchante. La bande originale a été composée par Nishiura Tomohito, tout comme pour le premier volet de la série. Et tout comme dans le premier volet, la bande originale de Professeur Layton et la boîte de Pandore est un rassemblement de véritables chefs-d'œuvre, plein de richesse et de finesse musicale. La bande originale de Professeur Layton et la boîte de Pandore est bien trop riche pour la traiter entièrement dans un seul épisode d'Oscillation. Mais nous pouvons voir de plus près quelques-unes des finesses que Nishiura Tomohito a cachées dans sa musique. Pour commencer, voici un petit rappel de l'épisode d'Oscillation dédié au premier volet de la série des Layton, le thème de Professeur Layton et l'étrange village. Nous avions vu que Nishiura Tomohito décale le temps fort rythmique en plein milieu du morceau. D'après les figures jouées au piano, nous avons l'impression que le début de la mesure se trouve ici. Mais dès l'entrée de la percussion et de l'accordéon, le 1 se décale et nous réalisons que le temps fort se trouvait ailleurs. Nishiura Tomohito nous trompe ainsi en quelque sorte en utilisant notre intuition rythmique contre nous. Écoutons maintenant le thème de Professeur Layton et la boîte de Pandore. Vous allez voir que Nishiura Tomohito utilise la même ruse mais fait encore plus fort cette fois. Notez aussi que la réalisation instrumentale est très semblable. À l'introduction au piano s'ajoute un violoncelle et dès cet instant nous perdons le temps fort du morceau. Les deux instruments semblent avoir des rythmes décalés, de sorte que nous peinons à trouver nos repères rythmiques. Ensuite, le rythme ralentit, mais reste toujours à 4 temps. Nous retrouvons ici nos influences tango, tout comme dans le thème de Professeur Layton et l'étrange village. Les morceaux joués exclusivement à l'accordéon se multiplient dans Professeur Layton et la boîte de Pandore. C'est par exemple le cas dans la musique du Mullen Cherry Express, où une voix mélodique au timbre d'alto ne s'ajoute que pendant un bref instant au cours du morceau. Notez que l'accompagnement joué à l'accordéon reproduit ici le bruit caractéristique d'un train à l'ancienne. La musique de la forêt perdue n'utilise pas l'accordéon. Au lieu de cela, elle mise sur des instruments habituellement associés à la magie ou au mystique, comme la harpe ou encore la flûte traversière. Les mélodies mystérieuses et chantantes qui se posent sur les arpèges douces de la harpe rappellent de loin la musique celtique et donnent à cette forêt une atmosphère enchantée. Vers la fin du jeu, nous nous trouvons dans un château ancien. Ici, Nishiura Tomohito va utiliser des sonorités de clavecin et de violoncelle, instruments typiques de l'époque baroque. Les mélodies, elles aussi, sont inspirées de cette période musicale. L'époque baroque est celle qui met en place les structures harmoniques telles qu'on les utilisera jusqu'à aujourd'hui.
Nishiura Tomohito représente ainsi le caractère ancien du château, sans perdre de vue son importance dans le présent. Vous pouvez trouver une autre finesse musicale bien mieux cachée dans la musique du suspense. Aux clochettes très régulières jouant des figures suspendues, vient s'ajouter un tapis de cordes dissimulé. Montez un peu votre volume et vous allez l'entendre. Notez maintenant comment ce tapis, qui semble jouer toujours une seule et même note, lui tourne en fait autour, devenant dissonant par moments. En effet, Nishiura Tomohito fait monter et descendre ce son aux cordes d'un quart de ton vers le haut et vers le bas. C'est tellement discret qu'on peine à l'entendre, mais c'est précisément cet élément qui donne ce caractère pressant et glauque au morceau. J'aurais beaucoup voulu vous parler du magnifique thème de la boîte de Pandore. Lumineuse et touchante, cette musique en a fait pleurer plus d'un, c'est certain. Au départ, j'aurais même voulu lui consacrer un épisode entier. Il se trouve néanmoins que cette belle chanson n'est pas de la plume de Nishiura Tomohito. Il s'agit d'un single de la chanteuse Salyu intitulé Iris Shiawase no Hako, ce qui signifie Iris, la boîte du bonheur. Composée par Matsumoto Ryuki, cette chanson belle dans toute sa simplicité est le véritable thème du jeu et représente magnifiquement le dénouement et la conclusion de Professeur Layton et la boîte de Pandore. Notez que la version instrumentale à la fin du jeu se termine par une cadence ouverte, avec la mélodie qui ne descend pas sur la tonique, note principale de la tonalité. Cette façon de finir nous laisse un sentiment de mélancolie, comme si la fin n'en était pas une, comme si une nouvelle histoire commençait là où celle-ci s'arrête. Ça y est, on est dans l'avion, on est crevé, il est 7h30 du mat, on rentre à Paris d'ici 3h, on fera donc le dernier plateau en rentrant. Normalement il y a oscillation tout de suite, sauf qu'au dernier mail, aux dernières nouvelles, je ne sais pas s'ils ont pu le finir à temps, donc vous le découvrirez en même temps que nous. Sur ce, on est heureux de rentrer, à plus tard, bientôt la douche. Alors non, puis l'oscillation, enfin le Hidden Palace ne sera pas prêt à temps. Donc on a essayé de chercher une petite solution de remplacement. Et j'avais un projet plus ou moins d'émission sur le cinéma, parce que ça me manquait un petit peu sur la chaîne No Life. Et donc quelque chose qui me manquait dans les émissions de cinéma en général, c'était de pouvoir voir des bandes annonces en entier. De pouvoir bien profiter de l'ambiance, de la musique, ça, du montage. Et donc j'ai proposé cette émission il y a quelques mois à Alex, mais ça a un peu traîné suite avec toute l'avalanche de travail qu'il y avait à faire. C'est un pilote, c'est fait très rapidement, donc c'est pas définitif, ça va probablement changer s'il y a une prochaine émission, si vous aimez. Donc laissez vos messages pour la suite. Et bon, je vais finir en vitesse parce que là on est un peu charrette. Bienvenue dans ce premier numéro de Money Shots. Pour cette première émission, les univers au visuel fort sont à l'honneur avec l'adaptation de Scott Pilgrim et la suite ultra attendue de Tron. Avec Peter Jackson et Guillermo del Toro, Edgar Wright est l'un des rares cinéastes à savoir parler aux geeks avec une telle justesse, une telle franchise sans aucune complaisance. Une passion sincère qui transparaît de ses deux premiers longs métrages, Shaun of the Dead et Hot Fuzz. Après avoir rendu hommage aux zombie flics de Romero et aux longues focales chez Kikame de Michael Bay, Wright s'attaque à la BD, au film musical, aux jeux vidéo, aux super-héros, aux bastons à gogo, tout ça en un seul film.
Scott Pilgrim vs. The World, c'est son nom, est une adaptation d'un comics canadien en 6 volumes écrit par Brian Lee O'Malley. La BD, et donc par extension le film, narre l'histoire de Scott, un jeune geek célibataire, un peu loser et guitariste à ses heures perdues qui tombait éperdument amoureux de Ramona Flowers. Mais pour avoir le privilège de toucher son cœur, et un peu plus que ça par la même occasion, Scott devra vaincre les 7 ex-boyfriends de la belle, sauf qu'ils possèdent tous des super pouvoirs. C'est Michael Cera qui prête ses traits à Scott Pilgrim, mais espérons que ses rôles de jeune flanc attardé dans Superbad, Juno et Yarohan ne l'aient pas rendu trop mou. Parce que les bastons du film s'annoncent juste jouissives et complètement surréalistes. Pour son premier film aux États-Unis, Edgar Wright compte en mettre plein la vue, avec ses effets visuels, ses onomatopées incrustées dans l'image et ses fights aux chorégraphies abracadabrantesques. Espérons qu'il ait réussi cette synthèse de multiples influences, mais à la vue de la filmographie du bonhomme et de cette bande-annonce, il n'y a pas beaucoup de soucis à se faire. La confirmation se fera le 18 août. Enjoy! Hey, what's up? If we're gonna date, you may have to defeat my 7 evil exes. You have 7 evil ex-boyfriends? Bingo. Consider our fight begun. And I have to fight, defeat your 7 evil exes? Pretty much. Prepare to die. What? What's up? How's life? He seems nice. I want to take them apart. We all have baggage. Yeah, well, my baggage doesn't try and kill me every 5 minutes. Scott Pilgrim versus the world. Next time, we don't date the girl with 11 evil ex-boyfriends. 7. Oh, that's not that bad. Suite au carton pharaonique d'Avatar, tous les grands studios se sont lancés dans la brèche du cinéma en relief, en convertissant leurs blockbusters plus ou moins à la va-vite. Mais l'un des rares studios à avoir su flairer la tendance avant la sortie du film de James Cameron, c'est bien Disney. Très tôt, ils ont lancé des productions pensées à la base pour le relief, avec des films comme le superbe Lao, le raté Alice de Tim Burton ou le très attendu Toy Story 3. Mais le plus gros projet, IMAX Disney Digital 3D. est l'un des films les plus attendus de cette fin d'année. Il s'agit bien sûr de Tron l'héritage. Et c'est à Joseph Kosinski, qui réalise ici son premier long, qu'incombe la lourde tâche de réaliser cette suite attendue depuis 28 ans. Réalisateur de pubs surdoué, Kosinski est réputé dans le milieu du jeu vidéo pour avoir réalisé les spots TV de Gears of War et la vidéo de Halo 3, celle où des enfants sont couchés dans l'herbe. Tron l'héritage suit la quête de Sam Flynn à la recherche de son père Kevin Flynn, héros du premier Tron, et disparu depuis près de 25 ans. Très vite, il se retrouvera lui aussi happé par le monde virtuel qui a quelque peu changé depuis toutes ces années. Jeff Bridges reprend du service en réendossant sa tenue fluorescente. Il sera accompagné par Gareth Edlund dans le rôle de son fils, par Michael Sheen, John Hurt ou la très Olivia Wilde, alias numéro 13 dans Dr House. Espérons donc que le film sera à la hauteur de ce superbe trailer rythmé au son de Daft Punk chargé de composer la bande originale. Réponse le 15 décembre. Enjoy! I promised you that if I ever got any information about your dad, I'd tell you first, right? I was paged last night. Came from your dad's office at the arcade. So? The number's been disconnected for 20 years. 2 nights before he disappeared, he came to my house. He said he was about to change everything, science, medicine, religion. He wouldn't have left that, Sam. He wouldn't have left you. Alan, you're acting like I'm gonna find him sitting there working. Just, hey kiddo, lost track of time. Wouldn't that be something?
Et en bonus de fin, quelques images de Iron Man 2 qui sort ce mercredi. Et n'oubliez pas, le cinéma n'est jamais mieux qu'au cinéma. Mr. Stark displays textbook narcissism. Agreed? On vient d'arriver à No Life, personne ne sait qu'on est rentré encore. On va leur faire une surprise, Alex commence à flipper parce que les plateaux passent dans 3h30 et il n'a pas de nouvelles de nous, c'est rigolo. Alors surtout, si votre image vous semble sale au téléviseur, ne commencez pas à le nettoyer, hein. C'est juste moi qui suis très sale, c'est normal, je prendrai une douche bientôt. Ça sera plutôt bien. Donc là, on va essayer de trouver Alex. On va déposer notre carte sur laquelle on filme depuis qu'on est à Casablanca. Là. Et on va lui faire, tiens, voilà tes plateaux, démerde-toi. Je crois que ça va être assez drôle. Excusez-nous, du coup, il va être long ce plateau. Bon, sinon, les Français sont toujours aussi accueillants, c'est cool, on se marre bien. J'ai pas les clés de No Life, je suis désolé. Comment tu vas? Allez. Cool. Oh, les voyageurs excusez-nous, attendez. Hello. J'invite qu'on en finisse avec Salsa et Olivier. Ouais, ce sera pas trop tout. Allez. Salut, bonjour. Tiens. Alors vous voyez, on va mettre un terme maintenant au plateau de Casablanca. Nous voilà de retour à No Life et je livre en direct. Je livre en direct le dernier plateau. À mercredi.